Je vais. Bonjour Alessandro Jedlowski. Bonjour Nina. Alessandro, vous êtes anthropologue des médias et d'immigration. Vous avez complété votre doctorat de recherche en études africaines à l'Université de Naples, à l'Oriental. Après quoi, vous avez conduit des recherches postdoctorales en Afrique dite subsaharienne, donc au Nigeria, en Côte d'Ivoire et en Éthiopie. Vous êtes actuellement coordinateur de la chaire Diaspora africaine à Bordeaux, Sciences Po Bordeaux. Et vos travaux récents se concentrent sur l'analyse des industries des médias africains et sur les réseaux de circulation, qu'ils soient culturels, économiques ou marchands, qui relient l'Afrique et ses diasporas en Europe et au-delà. Tout à fait, merci. Je confirme. Dans le cadre de votre thèse doctorale, vous vous êtes concentré sur l'industrie cinématographique appelée Nollywood. C'est une des industries cinématographiques les plus importantes au monde aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette industrie et son développement ? Oui, tout à fait. J'ai travaillé en effet au cours de ma recherche doctorale sur l'analyse des processus de transnationalisation de l'industrie cinématographique nigériane. Donc la manière dont cette industrie s'est élargie à l'international, en Afrique comme dans le monde, notamment à travers les réseaux de sa diaspora. C'est important de souligner des éléments clés pour approcher, disons, l'étude de cette industrie. D'abord, il faut dire que si le phénomène Nollywood, cette industrie, est normalement associé à l'explosion de la production en vidéocassette qui a eu lieu à la fin des années 80, début années 90, il ne faut pas oublier qu'au Nigeria, il y avait une production cinématographique déjà assez importante aux années 70-80, qui avait lieu en pellicule, qui était donc une production qui coûtait bien plus cher, mais qui profitait du coup de la situation de boom économique nigérien qui avait lié à l'exploitation pétrolière, et qui était en termes de contenu lié à la tradition du théâtre itinérant Yoruba et à d'autres expériences, disons, de production locale qui avaient lieu à cette époque. Cette production s'est en quelque sorte effondrée au cours des années 80 en raison de la crise économique globale et notamment la crise économique qui a amené le Nigeria à appliquer les politiques d'ajustement structurel, donc un tas de transformations économiques qui ont amené en fait à la dévaluation du naira, la monnaie locale, ce qui a mis en crise les producteurs locaux de cinéma et aussi de télévision. Donc à partir des années 90, il y a une espèce d'implosion du secteur de l'entertainment local qui s'approprie donc de cette nouvelle technologie, la vidéo qui rentre à cette époque, pour inventer une nouvelle forme de production en format, disons, home video, pour une consommation à la maison ou dans des vidéoclubs dans les villes, dans les différents quartiers des villes nigérianes, et qui très vite a un grand succès, succès de public et succès commercial, qui permet en fait la multiplication de production. On passe très vite de quelques dizaines de films produits au début des années 90 à plusieurs centaines, voire des milliers de films produits au début des années 2000. Tout ça amène en fait un intérêt international très important qui produit du coup ce label, cette brand Nollywood au début des années 2000. Il s'agit d'un terme inventé par un journaliste étranger qui voulait justement rendre hommage à cette nouvelle production qui devenait de plus en plus influente à l'échelle continentale. Et il propose donc ce terme pour introduire la comparaison entre cette production locale nigériane et des grandes industries globales comme Bollywood ou Hollywood. Et c'est du coup quelque chose d'assez important parce qu'au moment où l'industrie adopte ce nom, au début c'était quelque chose de controversé, puis très vite en fait, en quelque sorte, ça devient une marque aussi utile pour commercialiser les films. On introduit cette dimension où on se rend compte, on met en valeur l'influence que cette industrie commence à avoir à l'échelle continentale. Par exemple, Nollywood devient un phénomène panafricain. Des spectateurs, que ce soit en Zambie, en Côte d'Ivoire ou je ne sais pas, au Congo, regardent ces mêmes films, et donc on commence à voir l'émergence de formes d'imaginaire panafricain liées à la production d'une industrie culturelle de masse africaine. Une petite note qui est importante de souligner aussi, c'est que même si on parle souvent de Nollywood au singulier comme d'une industrie nationale, il ne faut pas oublier qu'en fait au Nigeria, on a une production très variée dans plusieurs langues locales et aussi en anglais.
Donc en vérité, ce qu'on appelle Nollywood, c'est la production en anglais qui circule plus à l'international, mais après, il y a des segments très importants de l'industrie locale qui produit des films en Hausa, en Yoruba et en d'autres langues locales, et qui ont par contre une circulation un petit peu plus locale ou régionale, et n'ont pas la même exposition internationale que Nollywood, les films produits en anglais peuvent avoir. Mais c'est important de le souligner parce que ça montre aussi à quel point cette nouvelle production a amené à une revitalisation des productions culturelles en langue locale. Merci. Et quel est l'impact des transformations technologiques sur la production cinématographique? Oui, en effet, il s'agit d'un point très important parce qu'en fait, ma recherche, si pendant mon doctorat, s'est concentrée exclusivement sur le Nigeria pour analyser justement les processus d'internationalisation de cette industrie, par la suite, pendant mon postdoc, j'ai voulu élargir ma recherche de manière comparative pour analyser au sens plus large la manière dont l'introduction de nouvelles technologies, d'abord la vidéo et ensuite le passage au digital par exemple, au numérique, ont transformé les manières de se raconter en quelque sorte, donc la manière de produire des médias audiovisuels localement et la manière de les faire circuler, de les faire consommer à un public local et international. De ce point de vue, ce qui est à mon avis très important à souligner, c'est l'importance de la technologie vidéo dans ces processus. La vidéo, c'est une technologie qui a, comment dire, en quelque sorte, dans les études sur les transformations technologiques dans la communication, a été un petit peu marginalisée si on pense, par exemple, en comparaison aux études plus récentes sur les nouveaux médias, l'Internet, le téléphone portable. Mais la vidéo est sans doute une technologie qui a amené à des transformations radicales en termes notamment de circulation et de production de contenu, et en introduisant en fait des processus qui se sont après affirmés par la suite en termes de, par exemple, démocratisation des processus de participation à la sphère publique, au débat, et aussi de participation à la production, au processus de production. Il ne faut pas oublier que jusqu'aux années 70-80, dans la plupart des pays subsahariens, la production, par exemple, télévisuelle était dans les mains de l'État. Il y avait une centralisation très forte et pour ce qui concerne le cinéma, évidemment, le coût de production était tellement important qu'en fait la production était soit dans les mains de quelques entrepreneurs locaux assez importants, soit dans la plupart des cas en fait liés à la contribution à la coopération internationale. Ce que la vidéo introduit, la grande transformation qu'elle introduit, c'est la possibilité de s'approprier les moyens de production et du coup de raconter les histoires qu'on veut raconter, de la manière dont on veut les raconter, avec une liberté d'expression qui est assez unique dans l'histoire de la production audiovisuelle africaine jusqu'au-là. Elle introduit d'ailleurs, et c'est important de le souligner, une révolution en quelque sorte en termes de consommation et d'accès au contenu, parce que grâce à la vidéocassette, en fait, les publics africains rejoignent des réseaux de circulation globale qui étaient en relation auxquels jusque-là ils étaient dans une position de décalage en quelque sorte. Avec la circulation par exemple de films, les publics africains avaient tendance à recevoir des films en salle bien plus tard que dans des capitales occidentales par exemple, et les télévisions locales montraient surtout des contenus en fait à bas coût qui étaient reçus par les chaînes locales gratuitement ou bien à bas coût d'achat. Donc la vidéocassette introduit ces transformations qui sont en même temps se déclinent de manière très différente pour chaque pays. Donc c'est pour ça que ma recherche s'est élargie de manière comparative. Donc si au Nigeria par exemple, en raison à la fois de la taille du pays, de sa population, donc de son marché interne, et aussi du fait qu'aux années 80-90, on est encore à la sortie d'une période de grande largesse économique, les années 70 du boom pétrolier. Donc cette technologie est très vite assez répandue. Et donc, mettre sur le marché un film en cassette a très vite un grand succès parce qu'il y a un marché, il y a des gens qui peuvent l'acheter. Il faut aussi dire que très vite, il se développe un réseau de vidéoclubs ou de salles de quartier qui montrent ces vidéos à des prix très très accessibles à des publics assez, comment dire, réduits, 30, 40, 50 personnes. Et du coup, dans ce sens, c'est intéressant aussi à souligner, la vidéo, contrairement au contexte occidental où c'est associé à l'idée d'une individualisation du spectateur et de l'expérience spectatorielle,
au Nigeria et dans bien d'autres pays subsahariens, la vidéo est adaptée comme une technologie collective. En fait, elle devient une nouvelle forme de partage de l'expérience spectatorielle. En tout cas, ce qui est important de souligner, c'est que donc, au Nigeria, très vite, le niveau de consommation et le succès commercial des produits en vidéocassette fait démarrer l'industrie, la développer très rapidement. Dans d'autres contextes, en Côte d'Ivoire, en Éthiopie, là où j'ai aussi conduit mes recherches, ça se passe de manière très différente. Donc, on voit des premières productions qui ont lieu à peu près au même moment, sauf que pour des raisons spécifiques, historiques, politiques, mais aussi infrastructurelles, cette adoption se développe de manière différente. Donc, en Côte d'Ivoire, par exemple, dans un contexte où il y a un contrôle très serré politique, un contrôle politique très serré des médias locaux, notamment de la télévision, les producteurs locaux sont en quelque sorte obligés à s'orienter vers d'autres publics. Donc les premières productions en vidéocassette sont orientées vers la diaspora. Donc Les Guignols d'Abidjan, la toute première série en vidéocassette qui est produite en Côte d'Ivoire, elle est en fait destinée exclusivement au marché de la diaspora. Elle reviendra ensuite, au moment où son succès devient incontournable, elle sera rachetée par la télévision locale. En Éthiopie, par contre, où la situation est un peu différente parce que le pays sort fin années 80, début années 90 d'une quinzaine d'années de régime politique très très dur, très rigide, le régime de Derg. Donc il y a une confrontation, une guerre civile très violente qui arrive à un changement au pouvoir, mais le pays est très rural, très peu développé d'un point de vue notamment d'acquisition de nouvelles technologies. Du coup, même s'il y a des producteurs locaux qui, dans les années 90, se mettent à produire des films en vidéocassette, ces films n'arrivent pas à trouver leur public d'un point de vue commercial. D'autant plus que l'État interdit la projection de ces films dans des lieux publics parce qu'il associe en fait la vidéocassette à la circulation de la pornographie et des matériaux subversive. Donc tout ce phénomène, disons, des vidéoclubs dont j'ai parlé il y a un instant, ne va pas vraiment se développer de la même manière en Éthiopie pour les premières années. Donc la production locale va vraiment s'affirmer et exploser au moment auquel le gouvernement acceptera de permettre la projection de ces films dans des salles de cinéma d'abord et puis des salles plus informelles, ce qui attirera le public local, amenant en fait à l'explosion de l'industrie cinématographique locale. Donc on a ces trois déclinaisons qui nous montrent à quel point en fait s'il y a l'introduction de cette technologie a lieu à peu près à la même période avec des effets similaires en termes d'accès à la production. Les spécificités locales transforment le phénomène en dictant un petit peu les conditions de circulation et de rentabilité commerciale de ces productions. D'autres transformations suivront par la suite, notamment avec le passage au numérique. Et avec l'intérêt que ces industries commencent à attirer, notamment de la part des grands acteurs, disons, de l'audiovisuel continental et international, qui commenceront à se rendre compte que tout simplement il y a un grand intérêt pour les contenus locaux de la part des publics africains, et donc il y a un potentiel économique à exploiter. Et du coup, de plus en plus, d'abord, ce sera en fait des acteurs sud-africains, notamment la chaîne de télévision satellitaire MultiChoice qui a le bouquet d'ISTV et d'autres, mais aussi la française Canal+, par exemple, ou la chinoise StarTimes, des grandes compagnies qui vont rentrer dans le marché subsaharien, d'abord, surtout dans le cadre de la distribution, donc ils vont racheter des contenus produits localement pour les faire circuler sur leur chaîne. Et ensuite, ils se mêleront aussi au processus de production en participant à transformer complètement le secteur. Ce qui est intéressant de souligner, c'est que dans ce sens, si avec la vidéocassette, on voit une ouverture de l'espace de production avec un côté, si on pourrait dire, fortement démocratique, disons, l'accès est multiplié, avec les innovations technologiques suivantes qui comportent de manière ou d'une autre une restructuration de l'économie de ces industries, finalement, on voit apparaître des formes de pyramidalisation ou de concentration de ressources qui rend ces industries moins assez accessibles et plus centralisées autour de grands capitaux d'entrepreneurs, prioritairement internationaux, mais aussi locaux.
Merci beaucoup. Comment est-ce que le phénomène Nollywood a-t-il été étudié en relation avec le cinéma africain? Et comment vous positionnez-vous vos travaux par rapport à ce qui a été fait? Alors c'est intéressant parce qu'en fait, il faut dire que pendant un bon moment, je dirais même jusqu'au peut-être à la fin des années 90, début années 2000, la production cinématographique africaine était étudiée principalement par des chercheurs en études de cinéma ou même en études littéraires, avec une approche plus orientée à l'analyse des contenus, de texte, enfin le film comme un texte en quelque sorte, et surtout avec un accent sur le cinéma d'auteur, qui était d'ailleurs un peu le seul cinéma qui était produit en grande partie en Afrique entre les années 70, 80 et début 90. Donc une approche qui est à la fois pour sa spécificité méthodologique et pour ses intérêts, automatiquement excluait un petit peu toute cette production commerciale, populaire qui commençait à émerger à partir de fin années 80, début années 90. La production donc en vidéo dont on a parlé, une production qui au contraire est rentrée dans le radar des chercheurs en anthropologie qui, notamment à cette époque, commençaient à s'intéresser de plus en plus aux formes de culture populaire urbaine en Afrique et qui ont vu en fait s'imposer ces formes de production, disons par le bas, souvent avec des composantes amatorielles assez fortes et qui du coup exactement pour cette dimension-là, pour leur contenu parfois, comment dire, techniquement avec des problématiques ou parfois qui touchaient sur des questions un peu tabous, la sorcellerie, la violence de genre, machin. Donc en fait, cette production-là est restée aux marges des intérêts des chercheurs en cinéma africain et a commencé à être étudiée plutôt par des anthropologues de médias. Je pense par exemple à Birgit Meyer qui a travaillé sur la production pentecôtiste au Ghana, ou encore à Brian Larkin qui s'est intéressé à la production de films en vidéo en langue Hausa dans le nord du Nigeria. Tout ça, quand même, il faut souligner que en ce qui concerne Hollywood, les deux premiers chercheurs qui ont peut-être vraiment participé à mettre l'accent sur cette production, c'est quand même deux chercheurs qui viennent plutôt du monde des études littéraires, Jonathan Haynes et Onokome Okome, qui pour un tas de raisons aussi personnelles, ils étaient des bons amis, ils étaient au Nigeria au même moment en train de conduire des recherches, et ils ont commencé à s'intéresser à cette production, à produire des premières publications à circulation internationale qui ont un peu attiré l'intérêt d'un cercle plus large de chercheurs. Aujourd'hui, désormais, on parle carrément de Nollywood Studies comme un secteur en quelque sorte. Il y a tellement de choses qui sont produites et écrites autour de cette industrie, un peu moins autour d'autres industries similaires en Afrique, même s'il y a des études importantes, par exemple, sur la production vidéo tanzanienne ou ghanéenne. Et aussi, ce qui est bien de dire, à partir des années 2010, il y a eu une convergence entre les études sur le cinéma africain plus d'auteur et ces phénomènes commerciaux, qui montrent en fait que même la division entre cinéma et vidéocassette, production en vidéo ou télévision, comme en général dans le monde, la division entre ces différentes formes de production devient de moins en moins facile à tracer. Donc on parle plutôt de Screen Media Studies plus que de Cinema Studies. Et dans ce sens-là, ça permet de voir aussi les interactions entre ces différentes traditions. Ma recherche par rapport à ça, justement, moi, je m'inscris en fait à une formation plus anthropologique, donc j'ai eu une approche qui vient plus de l'anthropologie des médias, et qui ensuite a essayé de contribuer à ce paysage d'études qui devient de plus en plus large, en essayant de se concentrer sur des phénomènes encore peu explorés, par exemple la production en contexte diasporique. J'ai conduit des recherches parmi les producteurs nigériens qui ont émergé en Italie ou bien en d'autres pays européens et qui proposent en fait aussi un regard sur le phénomène de migration et de construction de l'identité en contexte diasporique qui sont très intéressant parce que, d'une certaine manière, à l'opposé ou en contrepoint par rapport aux productions de cinéma plus d'auteurs ou politiquement engagés auxquels on est plus familier. Et puis, je me suis intéressé aussi à tous ces réseaux de circulation sud-sud, on pourrait dire, donc au lien entre ces industries audiovisuelles africaines qui ont émergé au cours des dernières
20 ou 30 ans, et des industries provenant d'autres pays, que ce soit la Chine, l'Inde ou le Brésil. En termes à la fois de circulation et du coup d'influence réciproque en termes d'esthétique et de contenu. Pensons par exemple à la circulation de telenovelas brésiliennes et leur impact sur les goûts du public africain, et donc leur impact aussi et leur influence sur les producteurs locaux qui essaient comment dire, de produire quelque chose qui puisse également intéresser les publics. Ou encore le lien avec l'Inde. On sait que Bollywood, par exemple, a été très très populaire en Afrique depuis même les années 50, mais aujourd'hui cette influence se traduit aussi dans le fait qu'il y a pas mal de professionnels de l'audiovisuel nigériens, par exemple, ou d'autres pays, vont étudier le cinéma en Inde. Donc il y a tout un lien qui devient aussi un lien professionnel. Et puis finalement, des liens qui en termes d'entrepreneuriat dans le secteur audiovisuel, on pense par exemple à la Chine et à quel point elle investit de plus en plus dans le secteur des médias et de l'audiovisuel en Afrique, à la fois par exemple en traduisant et en doublant des contenus chinois dans les langues locales pour présenter la Chine de manière autre, donc plus facile d'accès aux publics locaux. Ou encore, c'est toujours des compagnies chinoises qui produisent des contenus locaux. Un exemple très intéressant, c'est un film qui est en train d'être produit en ce moment, 30 Days in China, un film nigérien qui sera le résultat de la première grande coproduction nigérienne chinoise. En fait, de grandes boîtes de production des deux pays respectifs se sont mis ensemble pour produire ce film, qui va pouvoir potentiellement ouvrir complètement un nouveau chapitre de ce cinéma, parce que si Nollywood commence à trouver un marché en Chine, maintenant, évidemment, ça change la donne en termes économiques pour cette industrie. Voilà. Merci infiniment. Quelle est la place de l'invisible dans la production cinématographique nigérienne ? Alors c'est un point très important et très intéressant à aborder, parce qu'en fait, en quelque sorte, le succès même de cette industrie s'est créé dans les premières années autour justement de la capacité de ces films de rendre visible l'invisible. Certains des chercheurs justement qui se sont intéressés à ce phénomène ont souligné cet aspect. Il faut dire en fait qu'au Nigeria des années 70-80, il y a de plus en plus de rumeurs qui circulent dans l'espace public autour du rôle des forces occultes, par exemple, dans l'enrichissement des personnes ou dans la construction de trajectoires de pouvoir politique, ainsi de suite. Il s'agit en fait de tout un tas des légendes urbaines qui naissent autour de phénomènes aussi plus larges qui touchent la société nigériane à l'époque, et notamment l'explosion des richesses liées au boom pétrolier aux années 70, et l'explosion, ou plutôt l'implosion de l'économie nigériane dans les années 80. Donc on a à la fois d'abord des rumeurs qui se concentrent sur essayer de rétablir un lien entre accumulation de richesses et trajectoire personnelle, et tant que le lien traditionnel qui verrait, disons, cette accumulation comme liée au travail est rompu, parce que souvent c'est des accumulations de richesses tellement rapides qui se font aussi à cause de participation à des réseaux, de clientélisme ou bien comme ça, des contrats pas très très transparents. Du coup, il y a ce premier élément, et puis ensuite, l'écroulement de l'économie nigériane fait qu'on commence à s'interroger sur la raison de cette implosion aussi rapide, à la fois des richesses et, on pourrait dire au sens plus large, de projets de modernisation et de modernité de pays. Nollywood, en quelque sorte, arrive à absorber et à rendre visible et à faire circuler de manière nouvelle tout un tas de rumeurs, de légendes urbaines, d'éléments qui font partie
de l'imaginaire populaire, notamment des grandes villes nigérianes à cette époque-là, à cheval entre les années 70 et 80, et qui sont nourries à la fois par l'anxiété créée par l'implosion économique des années 80, et de l'autre côté, tous les rumeurs liées à l'accumulation d'argent et de richesses qui s'étaient accumulées en relation au boom pétrolier des années 70. C'est des rumeurs qui nourrissaient déjà pas mal la tradition du théâtre itinérant Yoruba. Le travail de Karim Barbe, par exemple, en parle de manière très, très intéressante. Et aussi la presse populaire et les journaux nigériens. Donc en fait, tout cet imaginaire-là se condense dans les premiers films de Nollywood. Si on pense par exemple à Living in Bondage, qui est le film qui est censé avoir un peu déclenché le succès économique de cette industrie, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit justement comment ces différentes préoccupations s'articulent. Il s'agit en fait d'un film dans lequel le protagoniste, Andy, qui a récemment déménagé à Lagos, il est impatient, anxieux, il a envie de s'enrichir, de s'établir dans la société, il n'y arrive pas. Et pourtant, il n'est pas, comment dire, en ruine, il n'est pas pauvre, disons, il a quand même sa maison avec sa femme, mais il est insatisfait, donc il fait tout ce qu'il peut pour essayer de s'enrichir, rien ne marche, et du coup, finalement, il arrive à rentrer en contact avec des amis, des gens, des connaissances qui l'introduit à un cercle, à une association qui pratique des rituels occultes, des money-making rituals, pour justement s'enrichir. Et ce qui est intéressant, c'est en fait, dans le cadre de cette association, on lui demande de sacrifier sa femme, et pour que tout le monde puisse en boire le sang collectivement dans un sacrifice, et seulement après avoir fait ça, il arrivera à s'enrichir. Donc il est très inquiet au départ, il ne veut pas, et finalement il accepte. Du coup, il finit pour tuer en fait sa femme pour s'enrichir. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, il arrive effectivement à s'enrichir, c'est qu'en quelque sorte confirme les rumeurs ambiantes qui circulaient à Lagos à l'époque. Mais il est obsédé par le fantasme et l'esprit de sa femme qui ne le laisse pas profiter tranquillement de sa nouvelle richesse. Et finalement, il est torturé par cet esprit au point où il pète un plan, enfin, il devient fou. Et il commence à circuler dans la ville, il devient clochard, disons, à Lagos. Et il est au bord de la ruine au moment où finalement une ancienne connaissance le reconnaît sur la route. Il lui propose de le sauver en quelque sorte en l'introduisant à une église pentecôtiste. Dans ce cadre, il est réaccepté dans la communauté à travers des rituels aussi d'expiation, qui lui permettent en fait de se racheter et dans cette nouvelle communauté et dans le Christ, disons. Donc ce qui est intéressant du coup, c'est que ce film, il arrive à reprendre ces rumeurs qui circulaient et leur donner un ordre de sens à l'intérieur de ce plus large imaginaire qui est l'imaginaire des églises évangéliques, les églises pentecôtistes qui s'étaient affirmées au Nigeria de manière massive à partir des années 70. Elles existent déjà avant, mais elles s'affirment vraiment de manière importante à cette époque-là. Et des églises qui, en fait, dont le message se concentre sur une lutte permanente entre le bien et le mal, dans lequel donc l'individu doit s'affirmer. Et c'est aussi un message, le message pentecôtiste, qui, pour produire son message de rédemption et d'affirmation individuelle, construit une opposition radicale avec un passé par exemple liés aux traditions et à tous ceux qui sont vus comme des rituels traditionnels et au monde en quelque sorte du village, qui est considéré comme le lieu des esprits diaboliques et démoniques. Donc en fait, dans cette construction un peu binaire de la réalité, l'individu doit réussir à s'affranchir de ce lien avec ce passé, qui est à la fois un passé du coup aussi lié à ses origines, même culturelles, ethniques, pour se réinventer en tant qu'individu moderne dans un nouvel espace et en lien avec des valeurs moraux qui sont ceux qui l'Église affirme. Ce qui est intéressant, c'est que ce genre de narrative, qui est développé par ce film en premier, a un tel succès qui s'impose en fait sur le cinéma nigérien des années suivantes, donc avec tout un tas de films qui en fait reprend la même construction narrative et qui participent à la fois
affirmer, à faire circuler encore plus ce message, disons, centré sur la structure un peu et sur l'idéologie évangélique. Il faut dire du coup qu'en vérité, ces églises, dans les premières années de Nollywood, ont pas mal même financé directement des films, quelque chose qui, en quelque sorte, ils s'inspiraient en le faisant des églises américaines qui se mêlent justement de la production de médias de manière importante. Mais plus en général, en fait, les producteurs nigérians eux-mêmes ont essayé de rencontrer les goûts du public et les préoccupations du public en reproduisant cette même moralité, en sachant qu'en fait, ils allaient répondre à une demande et à un imaginaire qui était déjà là dans le public et que s'ils n'allaient pas le faire, leur film n'aurait pas vendu. Donc en fait, il y a une espèce de relation réciproque entre le cinéma et ces imaginaires qui circulent dans les villes à l'époque. Ce qui est intéressant, pour terminer, c'est de dire qu'en fait, dans les années suivantes, cet imaginaire de l'occulte, de l'invisible, qui est tellement central dans la Nollywood des premières années, va se transformer à travers l'évolution dans des genres différents. Donc, si ces premières années sont caractérisées par des films qu'on appelle des films rituels, dans lesquels il y a la centralité de ces money-making rituals et tout ça, ensuite on passe à des films qu'on appelle des films épiques, dans lesquels on réinvente un peu la tradition et un passé précolonial pour... et du coup, toute la dimension de l'occulte en fait prend tout à fait une autre importance, et c'est plutôt dans l'esprit ou dans la tentative de retrouver une forme de, entre guillemets, authenticité culturelle, même si finalement c'est des films qui en grosse partie réinventent la tradition. Et on arrive finalement dans les années 2000, la fin des années 2000, à l'émergence de films qu'on pourrait plus associer au genre de l'horreur à l'occidental, enfin des genres plus internationalisés, et qui du coup reprend des éléments de cette tradition de Nollywood et de cette thématique de l'occulte pour la réélaborer en forme et selon des standards et des formes esthétiques et narratives plus standardisées, pour essayer de faire appel à un public plus international et au-delà des frontières du Nigeria. Voilà. Par exemple, si on prend des exemples de ces évolutions, si on pense au genre de films ainsi dit épiques, il y a des films comme par exemple Igodo, produit, si je ne me trompe pas, en 2001, puis la bataille de Muzanga, enfin, tout un tas de films produits à l'époque qui voilà, se concentrent, et c'est un peu une dramatisation assez théâtrale d'ailleurs. C'est souvent aussi des films qui s'inspirent à des textes de la littérature en Yoruba ou d'autres, aussi parfois de légendes ou de contes traditionnels. Donc il y a un effort majeur comparé à l'époque précédente, film rituel de reconnexion avec un répertoire déjà existant. Ce qu'il faut souligner, c'est aussi une réaction aux critiques qui avaient été exprimées à l'égard de Nollywood, du premier Nollywood, qui avait été condamné notamment par les autorités publiques pour sa manière de représenter le Nigeria et finalement de participer à la production, à la circulation d'un imaginaire considéré comme comment dire, aliénant de la réalité. En fait, en quelque sorte, ce qui est intéressant de remarquer, que c'est dans les premières années, cette industrie a une relation un peu conflictuelle, on pourrait dire, avec l'État, dans le sens où à la fois elle ne reçoit aucun aide, aucun soutien, et en plus les autorités et aussi l'élite intellectuelle regarde avec beaucoup de méfiance cette production, justement parce qu'elle représente un monde qu'ils considèrent comme dépassé, un monde de rumeurs, de peur, de ce lien si fort entre la dimension invisible et visible, ainsi de suite. Donc l'industrie elle-même réagit à ces rumeurs, à ces critiques, en s'orientant vers cet autre genre, qui est intéressant de remarquer, correspond aussi à une période de transition politique très importante au Nigeria. C'est l'époque où on passe des grandes dictatures militaires des années 80-90, Babangida et Abacha, aux premières élections démocratiques et à l'arrivée de Obasanjo au pouvoir. Et donc à ce moment-là, en quelque sorte, on voit comment ces films épiques essaient de aussi réimaginer et retrouver des nouvelles figures et de modèles de leadership politique à proposer. Et pour le faire, il revient en fait à ces modèles souvent inventés, en même temps de tradition, dans laquelle il y a
des figures claires voilà, de leadership au niveau de village, par exemple, et dans lesquelles la dimension de l'occulte et de l'invisible n'est pas cette sphère de l'inconscient repoussé, comme on pourrait dire dans les premiers films, mais c'est plutôt la dimension du sacré qui est mobilisée pour inspirer et pour sanctionner des gestes héroïques. Donc en fait, on passe vraiment dans une représentation très très différente, mais qui a été interprétée, moi-même j'ai écrit là-dessus, dans ce sens, comme comment dire, quelque chose qui sanctionne aussi et qui est en dialogue avec une transition politique importante au Nigeria à l'époque. Dans des exemples qu'on peut voir plus tard, par exemple le film The Figurine, c'est un film qui a tourné qui a marqué un autre tournant dans l'histoire de l'industrie. C'est un film là aussi dans lequel la question de la relation entre visible et invisible est fondamentale. Et c'est un film qui a marqué l'histoire de l'industrie parce que ça amène aussi un niveau de standard technique, donc qualité, comment dire, nouvelle dans l'industrie. C'est un film qui a pas mal circulé à l'international et qui est devenu un modèle pour pas mal d'autres producteurs et réalisateurs à l'époque. Ce qui est intéressant, que là, dans ce cadre-là, comme je le disais tout à l'heure, en fait, on bouge vers plutôt un modèle aussi narratif et esthétique plus associé à des genres établis internationalement, du coup le thriller, le film d'horreur. Et ici, toute la dimension de l'invisible, donc dans ce film, pour essayer de vous le présenter très rapidement, en fait, il y a l'histoire d'une amitié entre deux hommes qui, en fait, sont grandis ensemble. Après, leur amitié rentre en crise en relation au fait que les deux tombent amoureux de même femme, qui finalement décide d'aller avec l'un des deux. L'autre part à l'étranger, il s'épanouit, il revient, et donc le film il se concentre sur la première partie de leur amitié, et à un moment ils sont en train de faire, en fait ils sont dans le service civil qui est obligatoire au Nigeria pour les jeunes, et dans une balade dans la forêt, ils retrouvent une ancienne statuette d'un idole, disons, qu'ils décident de ramasser. Ils découvrent après qu'il s'agit de la statuette de Araromire, une déesse qui apporte 7 années de bonheur à qui la garde avec elle, mais suivie de 7 années de malchance. Donc ça c'est la première partie du film, et du coup dans la deuxième partie du film, on revient 7 années après que donc, les deux amis se sont éloignés, ils ont mené leur vie, et l'un des deux s'est marié avec cette femme qui les deux aimaient au départ. Mais c'est la fin de cette année de bonheur, et les choses commencent à tourner très mal pour tous les deux. Et en fait, on est amené à croire comme public que tout se passe mal parce que les 7 années sont passées. Et en fait, on est amené à croire dans l'effet, dans l'emprise de la force de cette statuette. Mais en vérité, au fur et à mesure qu'on avance, et avec des tournants et des coups de théâtre final, on se rend compte que l'ami qui était un cœur, comment dire, affecté par cette trahison et par le fait que la femme qu'il aimait s'était mise avec l'autre homme, planifie sa vengeance en masquant ses actes derrière la superstition sous le pouvoir de cette figurine. Donc ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait on voit comment le film, de manière assez intelligente, arrive à amener le spectateur sous les traces de ce qui serait l'évolution d'un film plus classique d'un Hollywood, dans lequel en fait on prend au sérieux l'effet de ces forces invisibles pour après les déconstruire et montrer qu'en fait c'était toute une grande mise en scène dans laquelle, voilà, machination. Et à la fin, le film se termine en demandant au spectateur qu'est-ce que tu crois. Et donc là, on voit encore un tournant très très différent qui correspond aussi à cette époque de boom économique nigérien, de retour d'un optimisme, de remise en route en quelque sorte d'un projet de modernisation d'État dans un contexte néolibéral, donc de la fin des années 2000, dans lequel on a envie, à travers le cinéma aussi, d'interroger ces croyances. Et donc c'est une évolution encore très très différente qui continuera à se développer dans les années suivantes avec encore une autre vague de films qui sort récemment. On peut penser à The Lost Okoroshi, le tout dernier film de Abba Makama, mais en tout cas la thématique reste là. Comment dire, il y a une transversalité de cette thématique de la relation à l'invisible qui est centrale dans Hollywood, mais qui se transforme et se manifeste de
d'époque en époque en absorbant en quelque sorte les éléments de transformation à la fois politique et culturelle de la société nigériane. Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment, Alessandro Jedlowski. Merci beaucoup, c'était un grand plaisir. On va partir pour